Thèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Kengo Adondo, président intérimaire. La tenue des élections du 23 décembre 2018 devient de plus en plus douteuse. Au niveau de la CENI, la logistique et le financement ne convainquent pas. Ajoutez à cela, la machine à voter qui continue à diviser les parties prenantes au processus électoral. Après l'OIF, les experts britanniques ont démontré que la machine à voter n'offre aucune garantie quant à la transparence des scrutins. Du coup, le vent de report souffle de plus en plus, au point que la solution réside désormais dans le recours à l'article 75 de la Constitution. En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Un épais-nuage continue à entourer le processus électoral, au point que le rendez-vous du 23 décembre 2018 devient hypothétique. Des questions, et non des moindres, restent encore sans réponse. Des signes rouges, comme l'a rappelé dernièrement devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le représentant des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, rendent plus qu'incertaine la tenue d'élections de décembre prochain. L'ambassadrice américaine n'a pas fait dans la dentelle, en s'adressant aux 15 membres du Conseil de sécurité. À moins de 4 mois des élections, comment la CENI transportera-t-elle le matériel électoral? Dans plus de 90 000 bureaux de vote, y aurait-il suffisamment de machines à voter? Ou les autorités vont-elles prolonger les élections de plusieurs jours, voire plusieurs semaines? Les autorités peuvent-elles recharger les machines à voter avec une autonomie de 12 heures seulement? Les organisateurs des élections ont-ils largement testé ces machines? Les électeurs, dont beaucoup n'ont jamais utilisé un écran tactile, sauront-ils comment les utiliser? Les organisateurs préparent-ils des bulletins de vote en papier en guise de moyen de secours? Si les machines à voter électroniques tombent en panne, des questions, et non des moindres, restent encore sans réponse. Pendant ce temps, à la CENI, on fait semblant, on refuse de voir la réalité en face. Pourtant, la logistique électorale tarde à se mettre en place. Depuis son retour de la Corée du Sud où il est allé inspecter la commande des machines à voter auprès du fournisseur sud-coréen, Miru System, le président de la CENI brille par un silence qui en dit long sur le doute qui plane sur le processus en cours. Confiant au début, Corneille Nangaa commence à afficher une mine de moins en moins rassurante concernant l'échéance du 23 décembre 2018. Non seulement sa machine à voter ne fait plus l'unanimité dans la classe politique, mais surtout le fichier électoral qu'il utilise pour les scrutins de décembre prochain est entaché, fichier garni des millions d'électeurs fictifs sans empreinte digitale. À ce sujet, une ONG britannique a apporté sa contribution, en publiant le résultat de son analyse du gadget électronique coréen. Les experts ont indiqué que, dans son état actuel, la machine à voter ne peut garantir la fiabilité et la transparence des scrutins. Bref, la machine à voter devra être formatée pour répondre aux exigences de toutes les parties prenantes au processus. Autrement dit, la CENI devra revoir ses calculs en termes de temps, de moyens financiers et autres, ce qui n'est pas possible s'il faut respecter le rendez-vous du 23 décembre 2018, mais aussi, au regard de la capacité du gouvernement à couvrir à temps et complètement tous les besoins exprimés par la centrale électorale. Il y a de quoi faire foi aux préoccupations de Nikki Haley et autres partenaires qui ne s'offusquent pas de proposer une rallonge pour finaliser le processus en cours. Dans ces conditions, il ne serait pas malvenu d'évoquer un éventuel report des scrutins, au-delà du 23 décembre 2018. Vu sous cet angle, c'est toute l'architecture institutionnelle actuelle qui s'en ressentira. En premier lieu, on voit bien évidemment la CENI, qui va se retrouver dans une situation d'incapacité de tenir sa promesse, c'est-à-dire exécuter le calendrier électoral qu'elle a librement rendu public le 5 novembre 2017. Si les élections ne se tenaient donc pas le 23 décembre 2018, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un désaveu total du bureau et de toute l'assemblée plénière de la CENI. Si la sentence à réserver à la CENI pourrait éventuellement renvoyer à la démission de tout son bureau et de son assemblée plénière, le président de la République, Joseph Kabila, ne pourrait pas non plus échapper à l'exigence de la nouvelle donne. L'article 70 de la Constitution qui évoque son maintien jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu,
pourrait céder à la pression de l'article 75 de la dite Constitution, lequel stipule qu'en cas de vacance pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le président du Sénat. La non-tenue d'élection placerait le chef de l'État dans une situation délicate devant l'obliger à rendre le tablier pour confier la gestion de l'État au président du Sénat. C'est aussi le respect de la Constitution. L'article 76 de la Loi des lois est plus explicite à ce sujet et fixe les modalités pratiques de l'article 75. Cette disposition stipule que la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement. Le président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République, dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, 60 jours au moins, et 90 jours au plus, après l'ouverture de la vacance, ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le président élu commence un nouveau mandat. Au-delà du débat juridique que pourrait susciter pareille hypothèse, il s'avère qu'en se choisissant un dauphin à la prochaine présidentielle, Joseph Kabila a accepté de libérer le processus électoral. Hésiterait-il à aller jusqu'au bout? Seule sa conscience pourrait le guider. Le réalisme aurait bien voulu, comme cela a été le cas au Madagascar, que Joseph Kabila se retire complètement de la gestion de l'État, en la confiant au président du Sénat. Dans pareil cas, au-delà du 23 décembre 2018, Joseph Kabila ne pourrait plus se prévaloir de la qualité de conduire le pays jusqu'aux prochaines élections. L'opposition congolaise sollicite l'implication de l'ANC de l'Afrique du Sud. Après Bruxelles, l'opposition congolaise s'était donné rendez-vous à Johannesburg mardi 18 septembre. Seuls Moïse Katumbi et Adolphe Muzito ont pu faire le déplacement, les autres leaders étant représentés par de hauts cadres des différents partis. Le Congrès national africain, ANC, recevait pour la première fois l'opposition congolaise dans son siège à Johannesburg. Les opposants congolais ont pu rencontrer des responsables du parti au pouvoir en Afrique du Sud, pour discuter de la situation en RDC, et des élections à venir. Une rencontre à l'initiative des dirigeants congolais pour qui il s'agissait de solliciter l'expérience d'un des plus vieux partis de libération du continent. Depuis l'arrivée de Cyril Ramaphosa au pouvoir cette année, le parti voit d'un nouvel œil la crise congolaise. Il était connu que l'ANC avait des relations un peu privilégiées avec le parti au pouvoir à Kinshasa, le PPRD, souligne David Jolino Makelele, le représentant de l'UNC en l'absence de Vital Kamerhe. Mais tel n'est plus le cas, puisque l'ANC se fonde sur des textes qui nous régissent tout, en l'occurrence le protocole de la SADC, le protocole de la SADC auquel le gouvernement de Joseph Kabila a souscrit. Un moyen de pression, selon Gilbert Kankondé, représentant de l'UDPS. Cela permet justement aux pays de la SADC, et à l'Afrique du Sud notamment, de jouer un rôle plus actif parce qu'il y a des mécanismes juridiques auxquels notre pays a librement adhéré, et qu'il doit absolument respecter. L'ANC de son côté a répété son souhait de voir des élections libres, justes et pacifiques se dérouler en décembre. Ils ont des clés d'action qu'ils peuvent actionner, ils peuvent demander au gouvernement de s'engager dans certaines directions d'action pour que la situation se décante en RDC, et c'est cela que nous avons demandé précisément, précise Gilbert Kankondé. Avec l'ANC comme facilitateur, l'opposition cherche à maintenir sa pression sur le gouvernement de Joseph Kabila. 1. Jean-Pierre Bemba fait appel de sa condamnation à la CPI. Ce mercredi, la commission électorale congolaise, la CENI, doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre. En toute logique, Jean-Pierre Bemba n'y figurera pas, puisque la Cour constitutionnelle a confirmé la décision d'invalider sa candidature. Pour autant, l'ex-vice-président ne baisse pas les bras, comme en témoigne sa décision de faire une nouvelle fois appel de la peine prononcée contre lui, ce lundi à la CPI pour subornation de témoins. Le calendrier électoral lui est défavorable, mais Jean-Pierre Bemba ne baisse pas les bras.
Pas question de laisser cette condamnation pour subornation de témoins hypothéquer durablement ses chances d'être un jour président. En faisant appel de la peine prononcée lundi, l'opposant espère non seulement une réduction de cette peine, mais aussi une éventuelle annulation de sa condamnation, pourtant confirmée en appel. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocate en invoquant l'article 81 du statut de Rome. Quelle qu'en soit l'issue, avec cette démarche, l'ex-vice-président tend aussi démontré comme il l'a répété que sa condamnation n'est pas irrévocable, contrairement à ce qu'a estimé la Cour constitutionnelle congolaise, pour justifier l'invalidation de sa candidature. Parallèlement, Jean-Pierre Bemba multiplie les contacts diplomatiques à Paris et Bruxelles pendant que ses proches et ses camarades de l'opposition sont en Afrique du Sud. Il cherche à trancher l'épineuse question d'une candidature commune et à s'attirer des sympathies à l'international malgré les mises en garde de Kinshasa contre toute ingérence étrangère. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ce forum, c'est d'abord en marge de la Journée internationale de la paix. Nous avons pensé que ça sera pour nous une grande opportunité d'abord je dirais de parler officiellement de la sortie officielle du cadre provincial de plaidoyer. Mais également, nous avons pensé qu'en marge de la Journée internationale de la paix, nous allons accorder un espace de dialogue entre les acteurs, différents acteurs, qui ont été invités ici au niveau national comme au niveau provincial pour discuter des questions qui sont liées à la paix. Et là, je vais parler des questions de consolation de la paix, le rôle de la justice, le rôle des acteurs, différents acteurs dans le processus de paix, mais aussi parler des questions électorales. Pourquoi pas? Parce que nous savons tous que nous sommes en train d'aller vers les élections. Et quand nous sommes dans un processus électoral, nous savons combien il y a des tensions qui s'élèvent au sein de la communauté. C'est aussi l'occasion pour nous de baisser toutes ces tensions-là pour amener les acteurs à s'impliquer dans le processus de paix, en marge du processus électoral, pour dire que nous ne pouvons pas amener le pays à entrer dans le chaos parce que nous voulons aller aux élections. Notre souci, c'est de plus amener tous ces gens-là, de pouvoir identifier le défi lié à la paix, de pouvoir faire des réflexions et identifier les pistes de solutions quant à la question qui concerne la paix et les élections. Un message, c'est que je suis je dirais très engagée, mais je suis très confiante par rapport à ce forum. Je me dis que nous avons commencé avec un engagement assez clair par rapport aux autorités, les députés nationaux qui sont là, les députés provinciaux. Nous avons senti l'engagement des uns et des autres, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, pour dire que nous avons de l'espoir. De l'espoir dans l'engagement qui sera pris déjà le jeudi. Et nous pensons que si tous ces gens-là mettaient à profit tout ce que nous allons dire ici, cela va amener les pays à pouvoir encore une fois aspirer à une paix durable. La paix, ça se construit. La paix, c'est quelque chose qu'il faut chercher. La paix, on ne peut pas l'amener, on ne peut pas la chercher en faisant la guerre, on ne peut pas la chercher en faisant des violences. Donc nous pensons que quand vous donnez la paix, vous allez recevoir la paix. Mais quand vous donnez la violence, vous recevrez la violence. Alors notre souci, c'est d'amener plus tout le monde à pouvoir comprendre qu'en marge de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, toutes les communautés ont besoin de vivre dans la paix, la quiétude. Ce sera ça aussi, les besoins de paix que toutes ces communautés voudront bien partager avec les autorités. Bon, d'abord, il faut féliciter les organisateurs qui ont bien voulu capitaliser la journée mondiale de la paix qui est célébrée chaque 21 septembre de chaque année pour pouvoir appeler les acteurs importants de notre pays, les députés nationaux, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les membres du gouvernement, les officiels, les différentes sociétés de la société civile, à pouvoir réfléchir sur un certain nombre de problèmes qui peuvent être des obstacles à la consolidation de la cohésion sociale et la paix de la province du Nord Kivu. Les exposés qui viennent d'être faits au premier jour ont planté les décors de l'objectif de l'organisation, c'est d'amener les acteurs à pouvoir comprendre notamment les problèmes liés à la paix, les problèmes liés à la participation politique de la femme dans les processus de paix,
mais également le problème lié au processus électoral dans notre pays. Vous savez que la RD Congo se prépare à des élections que nous voulons être apaisées, crédibles et démocratiques. Et donc nous avons une bonne impression de la première journée qui vient d'être faite. Nous espérons qu'au cours de la deuxième journée, d'autres éléments, d'autres exposés assez intéressants seront faits à l'attention des participants pour pouvoir contribuer à mettre sur pied des recommandations ou alors un acte d'engagement qui puisse être en mesure d'emballer tous les acteurs pour la consolidation de la paix marquée. Selon vous, pour que la paix revienne dans cette province, il faut quoi? Il faut d'abord que les états d'esprit des acteurs puissent être disposés. Parce que la paix, c'est dans l'esprit qu'on la construit. Elle vient de l'esprit, on la construit dans l'esprit. Donc il faut d'abord cette prédisposition-là des acteurs. Mais également, il faut qu'il y ait une volonté politique manifeste de la part des institutions, tout autant qu'un accompagnement de tous les autres acteurs pour qu'elle puisse être une réalité, que ça ne puisse pas être un mot vain, mais ça puisse être une réalité vécue de manière quotidienne dans notre pays. Je crois que quand on parle de la paix, on sous-entend la sécurité et la cohésion sociale. Et moi, quand j'ai reçu l'invitation de cette activité, je passais à ce que nous allons faire quelque chose qui va contribuer à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale. Et sur le programme de cette activité, il y a les recommandations qui seront qui sont programmées. Et donc, nous allons donner nos recommandations par rapport à la contribution sur la sécurité et la cohésion sociale qui fait l'ensemble de la paix. Et donc, je crois que les recommandations que nous allons faire, nous voulons assez que le gouvernement national, tant que provincial, puisse le prendre en compte. Parce que si une fois, ils le prennent en compte, je crois que ça va produire quelque chose. Parce que vous savez vous-même que dans notre province du Nord Kivu, nous avons un grand problème de sécurité. Nous avons un grand problème de tribalisme. Je crois qu'avec les recommandations que nous allons faire dans cet atelier, fera quelque chose qui va nous pousser à ce que nous nous mettions ensemble, qui va nous pousser à ce qu'il y ait sécurité dans notre province. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité dans cette province? Surtout le problème politique. Il y a les problèmes politiques, il y a la politique qui fait ses manœuvres, parce qu'avec tous les groupes armés qui sont dans la province, je crois qu'il doit y avoir des commanditaires. Il y a aussi les problèmes de plusieurs communautés qui sont dans la province du Nord Kivu. Et ça cause aussi problème. Chaque communauté a leur leader et des fois on est là pour suivre le mot d'ordre de leur leader. Mais avec cette activité, je crois que ça n'identifie pas une autre tribu. Plutôt, ça met tout le monde ensemble pour qu'on cherche la solution par rapport à ça. Lorsqu'on considère qu'on peut se mettre ensemble et chercher la solution sur la question de la paix, on ne voit pas les leaders politiques qui manipulent, soi-disant, quelque chose, qui peuvent peut-être manipuler la population pour ne pas avoir une cohésion sociale. Mais je crois qu'avec la paix que nous allons chercher, mais aussi l'applicabilité peut-être de certaines lois qui sont votées, qui sont élues, qui sont votées au niveau du Parlement, je crois que ça peut aussi donner une valeur quelconque par rapport à ce que nous sommes en train de chercher, la paix au Nord Kivu. Entre en jeu parce que d'ailleurs, nous avons toujours dit, la paix, ça, le pain, c'est utopique. En fait, pourquoi il y a la guerre chaque jour? C'est parce que certains se sentent marginalisés pour diverses raisons. Certains, par exemple, se trouvent être ravis de leur sol et ils disent la seule façon de défendre notre sol, c'est de faire la guerre. Il y en a d'autres qui sont exclus
dans le processus démocratique ou dans la gestion du pays et qui se disent, eh bien, pour que nous puissions avoir un iota de décisions à prendre dans ce pays, il faut que nous puissions faire la guerre. Alors, il y en a d'autres qui font la guerre parce que justement, ils n'ont plus d'autres alternatives de survie. Voilà un peu, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, mais comme je l'ai dit au début, la paix sans le pain, c'est utopique, c'est du n'importe quoi. Donc il faut que les décideurs politiques puissent effectivement faire en sorte que nous puissions vivre dans un pays où il y a une bonne répartition des ressources du pays pour que justement chacun se sente à l'aise, chacun puisse survivre dans ce pays. Et je pense que dans ces conditions-là, il n'y aura pas des gens qui se mettront à créer des troubles dans ce pays. Mais également, il y a aussi un aspect, c'est que nous avons déjà constaté, nous qui sommes acteurs politiques, que par exemple, la prolifération des organisations non gouvernementales est en train de nous inquiéter. Parce qu'il est aberrant que les mêmes acteurs viennent au pays pour autant d'années et que pour la même question, on ne sait pas trouver des solutions. C'est comme si c'est de l'argent qui est envoyé au pays à des organisations pour enrichir des individus, mais pas pour s'attaquer aux causes réelles.